raconte. Christophe Ondelatte. On l'a appelé le Jack l'Éventreur du sud-est de la France. Il s'appelait Joseph Vacher. Il a sévi à la toute fin du XIXe siècle dans les départements de l'Ain et de l'Ardèche. Il était aliéné sans doute, autrement dit fou allié. Mais il a tout de même été guillotiné. C'est une histoire que j'ai tirée d'un livre formidable aux éditions La Fontaine de Siloé, Joseph Vacher, le tueur en série du Sud-Est. Voici donc cette histoire. La réalisation est de Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. Cette histoire débute le 31 août 1895 par une scène terrible dans un décor de rêve. Le petit hameau de Bénonce, dans l'Ain. Par une belle journée d'été, quand le soleil tape fort sur la colline, avec le Rhône en contrebas qui scintille en direction de Lyon. Il est 1h30 de l'après-midi, et en pleine chaleur, un jeune berger prénommé Victor Portalier, conduit un troupeau de vaches vers le coteau à 2 km. Victor a 16 ans, c'est un orphelin, la Société lyonnaise de sauvegarde de l'enfance l'a confié à un fermier. Et ce fermier, ma foi, en a fait son garçon de ferme, et l'était son berger. Une heure et demie plus tard, un autre berger, Jean-Marie, aperçoit les vaches de Victor comme livrées à elles-mêmes dans un champ de trèfle. Alors Jean-Marie commence par rassembler les bêtes, et puis il appelle son camarade. « Ohé Victor Ohé !» Pas de réponse. Alors il se met à arpenter la colline, et il tombe sur une flaque de sang. Et ça lui fiche une sacrée trouille. Alors, il court jusqu'au village, il va prévenir le garde champêtre. « Joseph, j'ai trouvé les vaches de Victor là-haut. Et lui, il n'y est point. Et je l'ai appelé, il ne répond pas. Et j'ai vu une grosse tache de sang. » Tous les deux remontent ensemble vers la colline. Ils se mettent à suivre les traces de sang sur le sol. Et sous un taillis, Victor mort. Oh, vain Dieu, Jean-Marie. Quel malheur. La scène est indicible. Ni l'un ni l'autre n'ont jamais vu pareille horreur. Victor est nu, entièrement nu. Il a une plaie géante au cou. Il a été éventré. Ses parties génitales ont été arrachées. C'est une épouvante qui les fait s'en aller tous les deux en courant vers le village. Les gendarmes de la brigade de Villebois n'arrivent sur place que le lendemain matin avec le procureur, son substitut et 2 médecins experts en habit de ville, par 40 degrés. Je peux vous dire que ça dégouline, et que ça s'éponge, et que ça se pince le nez quand il s'agit de compter les plaies sur le corps de Victor. Et de 2, et de 3, et de 4, et de 5, et de 6, 7, 8, 9, et de 10. Il y en a 10. Sauriez-vous dire de quoi il est mort, docteur? Égorgé. Pour sûr, monsieur le procureur. Et concernant son entrecuisse, ça a été fait après. Et a-t-il été violenté? Je le crains. Je le crains à voir ses traces sur son derrière. Qui a pu commettre une pareille horreur? Quelqu'un du coin, c'est peu probable. D'ailleurs, tous les habitants du hameau ont un alibi solide. En revanche, un vagabond traîne dans le coin. Depuis la veille, il est passé de ferme en ferme pour demander du travail. On l'a vu. Tout le monde l'a vu. Oh, mais il a l'air complètement détraqué. Il a une blessure près de l'œil droit qui lui fait tordre la bouche quand il parle. Un bûcheron dit qu'il l'a vu vers 15 heures. Oh ouais, je l'ai vu sortir du bois comme un fou. Jamais vu un homme marcher à pareille allure. Et plus tard, en fin de journée, des gens de Villebois l'ont vu franchir le pont qui sépare l'Ain de l'Isère. Et ça, c'est un gros problème, parce que les gendarmes ne peuvent pas passer la frontière de leur département de l'Ain.
Ils peuvent toujours alerter ceux de l'Isère, mais en 1895, voyez-vous, ça prendra du temps. Ce qui fait que l'oiseau a filé, et l'enquête n'ira pas plus loin. On enterre Victor, et voilà. Deux ans plus tard, le 19 juin 1897, un samedi matin, dans le hameau des Vachères à Courzieux, dans le Rhône, derrière une haie, en bordure d'un chemin, on trouve un petit corps effroyablement mutilé. Un petit berger de 14 ans, Jean-Pierre Laurent. Il a été tué la veille, la nuit venue, alors qu'il ramenait à la ferme une charrette attelée à une paire de bœufs. On l'a trouvé face contre terre, égorgé et éventré, le pantalon déboutonné. Les gendarmes arrivent à cheval. « As-tu vu les taches de sang par ici ? Il a des traces de pas. Et ça, qu'est-ce donc ? Oh mon Dieu ! Une roubignole. Autrement dit, un testicule. Une couille, quoi. Le corps du petit Jean-Pierre est amené à Lyon, en charrette, et il est livré au docteur Boyer, médecin expert. Selon mes constatations, messieurs les gendarmes, ce jeune homme a été dans l'ordre. Égorgé, éventré, outragé post-mortem donc, et ensuite émasculé. La chance dans ces deux affaires, c'est la nomination d'un tout jeune juge d'instruction à Belley. Émile Fourquet, 35 ans, ambitieux comme pas deux. Quand il arrive, il trouve sur son bureau le dossier du meurtre du petit Victor, massacré 2 ans plus tôt à Bénance, et le dossier tout frais du crime de Courzieux, le petit berger, Jean-Pierre. Et il fait tout de suite le rapprochement. 2 garçons, jeunes, bergers, tous les deux égorgés, éventrés et violentés. S'il l'a tué 2 fois, pourquoi est-ce qu'il s'arrêterait ? Alors le juge envoie sur le champ un télégramme à tous ses collègues sur un territoire qui va de Dijon, en Côte d'Or, à Privas, en Ardèche. Il cherche d'autres dossiers du même tonneau. Et il ne va pas être déçu. Il en reçoit 20. Il les reprend un par un. Il dresse des tableaux avec des colonnes. Nature des blessures, état des vêtements, date, heure, météo, âge des victimes, circonstances de la découverte du crime et témoignages. « Monsieur le greffier, passez-moi donc mes crayons de couleur, voulez-vous ? Au crayon bleu, les points communs, au crayon rouge, les différences. Et à la fin, il ne garde que 9 affaires. Parfois assez éloignées des meurtres de jeunes bergers. Il y a une veuve en Savoie, une jeune fille dans l'Allier. Mais le juge Fourquet a trouvé d'autres points qui collent. Et il arrive à convaincre le procureur de rouvrir le dossier de Bénance, le meurtre du petit Victor. Dans la foulée, il envoie un télégramme aux 250 parquets de France. Il convient de chercher un homme âgé de 30 ans environ, taille moyenne, cheveux noirs, barbe noire, assez grand, visage osseux, signe particulier. La lèvre supérieure est relevée. Elle se tord à droite et la bouche grimace lorsque l'individu parle. Une cicatrice intéresse verticalement la lèvre inférieure et la lèvre supérieure à droite. Tout le blanc de l'œil droit est sanguinolent et le bord de la paupière inférieure de cet œil est dépourvu de cils et légèrement rongé. Le regard de cet individu impressionne désagréablement. Me télégraphier d'urgence en cas de découverte. Dans la foulée de ce télégramme, ça dégringole de tous les côtés. Un juge de Bourg-en-Bresse qui lui envoie un vagabond, mais ce n'est pas le bon. Un autre de Haute-Savoie qui lui en expédie un autre, mais c'est encore une fausse piste. Idem concernant un cheminot arrêté dans le Jura. Le 4 août 1897, à Champy, en Ardèche, Marie-Eugénie Plantier profite de la fraîcheur de l'aube pour ramasser des pommes de pin avec ses 2 enfants. Et soudain,
un homme surgit. Il se jette sur elle, il la frappe, il la jette par terre, et là les enfants s'enfuient en hurlant. « Papa, papa, on attaque maman !» Le père qui est tailleur de pierre n'est pas loin. Il déboule, il se jette sur le bougre, les deux hommes luttent. L'homme donne un coup de couteau dans la jambe de Séraphin. Et là, il parvient à se dégager et à s'enfuir. Pas longtemps. 4 paysans qui travaillent un peu plus loin l'attrapent au vol. Ils le ramènent au village et on prévient les gendarmes, qui décident de l'enfermer dans une pièce du café. Le cafetier, qui s'appelle Charlot, s'adresse alors à lui. « Pourquoi t'as fait ça, toi ?»« Eh, pardi, parce que toi t'as une femme, et pas moi, hein? Faut bien que je me débrouille. Tu peux comprendre ça. Et les bordels, c'est pas fait pour les chiens. Oh, les bordels. Les filles prennent mon argent, et puis après, elles veulent pas. Il paraît que je pue. Ah, de toute façon, je préfère les gamines de 13 ou 15 ans. Renew. Avec Renew, les véhicules électriques sont enfin disponibles en occasion. Renault Zoe E-Tech 100% électrique d'occasion, 3 ans, 30 000 km, à partir de 5 € par jour, soit 149 € par mois. Renew, véhicule d'occasion électrique, hybride, essence ou diesel, reconditionné et certifié. Zoe Life 52 kWh, LLD 49 mois, 40 000 km. Premier loyer de 1 984 € après déduction prime gouvernementale, voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 18 novembre si accordiaque, voir fr.renew.auto. Au quotidien, prenez les transports en commun. L'oiseau est emmené sur le champ au tribunal de Tournon-sur-Rhône, sous-préfecture de l'Ardèche. Et il est présenté au juge, qui tout de suite fait le rapprochement avec le télégramme qu'il a reçu de son collègue Fourquet de l'Ain. Alors il le fait prévenir. L'individu est né le 16 novembre 1869 à Beaufort en Isère. Il se prénomme Joseph Vacher. Il vous sera envoyé dans les plus brefs délais dès que nous l'aurons nous-mêmes jugé. Il est jugé dans la foulée pour avoir agressé la jeune Madame Plantier. Et vous savez ce qu'il dit pour sa défense ? Oh, ben quelle histoire, parce que j'ai voulu tremper mon céleri. Il prend 3 mois et 1 jour de prison pour tentative de viol. Et comme promis, 2 jours après, il est envoyé en train à Belley dans l'Ain. Et sur le quai de la gare, Vacher hurle. « Oh, je vous emmerde, tas de cochons! Propre à rien !» Et arrivé à Lyon, il hurle encore. « Vive l'anarchie! Canaille! Aux armes, citoyens !» Et voilà enfin Joseph Vacher face au juge Fourquet. Le juge qui, dès qu'il le voit, se dit « Nom de Dieu, c'est mon homme. » La blessure en dessous de l'œil, la rigidité du côté du visage, la fixité du regard. C'est lui, il en est sûr. Et l'avantage, c'est que ce garçon arrive avec son petit dossier. Les gendarmes de l'Ardèche ont déjà pas mal travaillé sur son compte. Alors, il est né dans une famille honorable d'agriculteurs de l'Isère, entendu, 15e et de 16 enfants issus de 2 mariages de son père. Dans l'enfance, il aurait été mordu par un chien enragé, tiens. Et il n'en est pas mort car il a été soigné par une potion. Hein? Ça alors? Il prétend que cette potion lui a vicié le sang. Bon. Il explique ainsi ses accès de rage et son comportement bizarre depuis l'enfance, d'accord. Rien n'est sûr, hein, c'est lui qui le dit. Il apprend à lire et à écrire et il rentre au séminaire. Étonnant ça. Séminaire dont il est renvoyé au bout de 2 ans parce que trop excentrique. Là-dessus, il rejoint sa sœur à Lyon, sa sœur qu'on surnomme Kilomètre, parce qu'elle est très active sur le trottoir. Là, il survit de petits boulots avant d'être incorporé dans l'armée. Entendu. Dites-moi, monsieur Vacher, je vois que vous avez été nommé sergent. Ah oui, monsieur le juge. 60e régiment d'infanterie de Besançon, réformé définitif.
Et depuis, qu'avez-vous fait? J'ai été victime d'un chagrin d'amour, monsieur le juge. Après avoir voulu tuer ma Louise, je me suis tiré 2 balles dans la tête. Elle avait promis de m'épouser, et puis elle a changé d'avis. 2 balles dans la tête? Fichtre diable. Ah oui, c'est dans le dossier. Les médecins ont voulu les lui enlever. Il les a toujours dans le crâne. Cela explique qu'il ait la moitié du visage paralysé et l'œil droit injecté de sang. Et cet horrible rictus sur la bouche. Et ensuite, monsieur Vacher, après cette tentative de vous tuer, qu'avez-vous fait? Ah, ben j'ai été interné à l'asile de Dole, dans le Jura. Je m'en suis échappé. Et là, on m'a enfermé à l'hôpital Saint-Robert, en Isère. Et puis, au bout de 3 mois, on m'a déclaré guéri. Ah oui, il y a un certificat du médecin dans le dossier. Vacher est calme, inoffensif et docile, et paraît ne plus donner de signes de folie. Il faut vérifier ça. Il a conscience de son état antérieur et demande sa sortie qui peut être ordonnée. Bon, d'accord, monsieur Vacher. Je vous informe que je vous inculpe pour l'assassinat en août 1895 d'un jeune berger nommé Victor Portalier. Ah, mais je suis innocent de ce crime, monsieur le juge. Mais le juge n'en a pas fini avec Vacher. Et comme il a compris que l'autre yoyote un peu de la touffe, il y va finement. Dites-moi, monsieur Vacher, je m'intéresse beaucoup au phénomène des vagabonds et des cheminots. Je suis en train de rédiger un grand livre et j'aurais besoin de votre aide, de votre expérience et de votre témoignage, car je crois que vous avez beaucoup voyagé. L'autre, évidemment, ça le flatte. Et c'est le but. Le juge étale alors une grande carte de France sur le bureau. Monsieur Vacher, venez voir. Dans le cadre de mon étude, est-ce que vous pourriez me montrer les endroits où vous êtes passé? Allez-y. Vacher désigne une partie de la Drôme, de la Champagne, de la Savoie, mais pas les endroits où des crimes ont eu lieu. Vous n'êtes jamais allé dans le Rhône? Ah, mais non. Je suis descendu une fois dans le sud, à Menton. Je voulais voir ma sœur, Olympe. Elle est prostituée. On la surnomme Kilomètre parce que c'est une bonne putain de trottoir. Elle tient une maison, maintenant. Il est moins bête qu'il n'en a l'air, ce Vacher. Alors le juge décide de passer à l'offensive. Vous ne seriez pas, par hasard, allé à Bénonce, en août et septembre 1895? Où que c'est Bénonce, monsieur le juge? C'est un village à une 30aine de kilomètres d'ici. Un berger de 16 ans, Victor Portalier, y a été égorgé. Ça ne vous rappelle rien? Ah, mais je ne suis jamais passé par Bénonce, monsieur le juge, jamais. Allons, Vacher, soyez raisonnable, avouez. Trop de témoins vous ont formellement identifié pour que vous puissiez vous entêter à nier. Allez, cela a été un instant de folie, un coup de sang. Vous avez déjà été interné à plusieurs reprises, vous êtes malade, vous avez eu une crise, et vous avez agi sans réfléchir. Avouez, Vacher, et l'on vous fera soigner. Ah, mais je ne suis jamais passé à Bénonce, monsieur le juge. Et je ne suis point fou. Vous avez tort de nier. Vous aggravez votre cas. Tout cela ne rime à rien. Les témoins vont vous identifier. Eh ben, faites-les venir, vos témoins. Je suis innocent de ce crime. Fin de la première manche. Mais le juge a son idée pour faire avancer cet interrogatoire qui patine. Il va mettre Vacher face aux témoins dans son bureau. Notamment 2 paysans qui ont décrit le vagabond après le meurtre de Victor. Ah, moi, monsieur le juge, franchement, je ne le reconnais pas. Et vous? Ah, moi non plus, monsieur le juge. De toute façon, j'ai pas bonne mémoire. Mais le juge, qui est sûr de son coup,
se dit qu'ils ont peur. Peur de ce Vacher qui se dit anarchiste, et ça fait peur les anarchistes à l'époque dans les campagnes. Messieurs, je vous mets en garde. Un faux témoignage peut vous envoyer en prison. Ah, maintenant que vous le dites, monsieur le juge, je reconnais... Ah oui, je reconnais que c'est lui. Oh, j'en suis sûr. Moi aussi, monsieur le juge. Regardez de plus près. J'en suis certain. Et l'autre, comme à son habitude, se met à hurler. « Oh, cochon de salaud! Accuser ainsi un enfant de Dieu! On se reverra, hein? On se reverra !» Après quoi, le juge met Vacher à mariner pendant presque un mois. Enfin, il va quand même le voir tous les jours à la prison. Hein. Il le fait descendre dans la cour, il lui apporte du tabac, il bavarde de tout, de rien. Il l'amadoue, il se le met dans la poche lentement. En vérité, il le manipule. Hein. Une fois, un gardien l'entend dire à Vacher qu'il ne risque rien s'il passe aux aveux. Tout ça, bien sûr, hors procès verbal. Sauf qu'un jour, le médecin-chef de la prison vient contredire un peu ses plans. Le nommé Vacher, détenu de 28 ans, est atteint de débilité mentale, d'idées fixes voisines de l'idée de persécution et de dégoût profond pour la vie régulière. Il présente une otite suppurée et une paralysie faciale consécutive à un coup de feu. Il affirme aussi avoir 2 balles dans la tête. La responsabilité de Vacher est très notablement diminuée. Le juge est furieux. Enfin, on est en train de lui enlever son coupable. À ce rythme, il va finir à l'hôpital pour aliéné, pas en prison. Et ça, il n'en est pas question. À ce stade, le juge Fourquet a accumulé 98 dossiers qui lui ont été envoyés de tout le sud-est de la France. Alors il a fait le tri et il a conservé des témoignages qui accusent Vacher. Et à la fin, il fait venir dans son bureau 12 témoins de tout un tas d'affaires non résolues. Et il leur amène Vacher. Et tous, les 12, le reconnaissent. Et lui, comme d'habitude, hurle. « Oh, c'est un complot! Je me vengerai, hein? On se retrouvera dans l'autre monde! » Et pourtant, le lendemain, Vacher arrive dans le bureau du juge avec une lettre. Une lettre qu'il a passé la nuit à écrire. Et qui commence par cette phrase. « Oui, c'est moi qui ai commis tous les crimes que vous m'avez reprochés. » Oh, 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 des aveux! Le juge n'en attendait pas tant, il exulte. Et du coup, il le soumettrait bien à un interrogatoire plus précis, crime par crime. Oh, je ne dirai plus rien. Et je veux que ma lettre soit publiée dans le Petit Journal, et dans la Croix, et dans le Progrès, et dans le Lion républicain. Et il refuse de signer le procès-verbal. Le juge lui tiendrait bien le stylo pour qu'il signe, mais non, il refuse. Et le lendemain, la lettre est dans tous les journaux, et le procureur est hirsute. Enfin, on ne publie pas la lettre d'un fou dans la presse. Et ça remonte jusqu'au cabinet du ministre de la Justice, place Vendôme à Paris. Le juge se fait sacrément remonter les bretelles. Hein. Voilà ce que lui écrit le procureur. Le signataire de cette lettre est à n'en pas douter un simulateur et un fou. L'état mental de l'inculpé doit retenir votre attention. S'il est établi que nous sommes en présence d'un fou, il ne sera pas nécessaire de pousser au-delà l'information. Enfin, décidément, on veut lui enlever son coupable. Mais ça va pas se passer comme ça. Hein. Il y tient à son coupable. Et surtout à sa carrière. Le juge Fourquet ne lâche pas le morceau. Il fait revenir Vacher dans son cabinet. Et maintenant que sa lettre a été publiée par les journaux, il faut qu'il avoue
Morbleu. Et c'est ce qu'il fait. Il avoue 10 meurtres. 3 garçons, 6 jeunes filles et une vieille dame. À chaque fois, monsieur le juge, j'avais comme de la fièvre, un tremblement nerveux. Je voulais pas tuer, et encore moins violer. Mais il fallait que je le fasse. Sauf que le lendemain, la presse le traite de menteur sous prétexte qu'il n'a avoué que 10 meurtres. Dans le bureau de son juge, Vacher est hors de lui. « Ah, je suis un menteur. Eh bien, je vais vous avouer un crime de plus, hein? Et un beau. » Et là, il avoue le meurtre d'un berger de 13 ans en mai 1897 à Tassin-la-Demi-Lune, dans le Rhône. Un meurtre que le juge n'avait pas dans son dossier. « Je l'ai éventré, hein? Et j'ai jeté son cadavre dans un puits. » Il décrit les lieux, les gendarmes vont sur place, et au fond du puits, il découvre les restes de Claudius Beaupied, un jeune berger de 13 ans porté disparu. Quelle victoire pour le juge Fourquet. Du coup, les journaux de Paris envoient leurs reporters qui disent le plus grand bien de lui. L'homme qui a mis hors d'état de nuire l'assassin, la bête féroce qui terrorisait nos campagnes. Et ils réclament pour lui la Légion d'honneur. Ah, les journalistes, la brosse à reluire, déjà. Mais le juge sait que tout peut s'effondrer si l'autre est déclaré fou. Alors il désigne 3 experts, 2 aliénistes, les ancêtres des psychiatres, et le directeur de l'Institut de criminologie de Lyon, qui n'est pas aliéniste. Il note qu'il est affable, poli, coopératif, mais qu'il dit aussi des choses étranges, par exemple qu'il est un anarchiste de Dieu, et que s'il tue, ça remonte à son enfance, à un chien qu'il a léché et qui avait la rage, et qu'on a dû abattre. On l'a soigné avec un remède de sorcier de village. Il dit que ça lui a empoisonné le sang. Dinguerie, hein? Dinguerie évidente. Eh ben non. Le trio d'experts rend son rapport et il écrit « Joseph Vacher est saint d'esprit, il est parfaitement responsable de ses actes. À une époque, il a bien été fou, mais il ne l'est plus. » Fermez le banc. Il est donc apte à être jugé. Mais vous vous souvenez que le procureur de la République l'a dans le nez, hein, le juge, depuis le début, qu'il le soupçonne de vouloir passer outre la folie de Vacher. Il demande donc l'annulation de l'expertise. Et au moment du bouclage du dossier, juste avant le procès, il ne veut retenir qu'un seul crime, celui de Bénonce, au prétexte que les autres ne sont pas de la compétence territoriale du juge. Et il a bien raison, hein. Le juge s'est vu trop beau, il s'est vu en justicier universel. Mais en vérité, il n'est que juge d'instruction à Belley dans l'Ain. Rien de plus. Le procès de Joseph Vacher s'ouvre le 26 octobre 1898 à Bourg-en-Bresse. Le président de la Cour, Adhémar de Coston, prévient d'entrer le public. « Bien, je demande aux dames honnêtes de bien vouloir quitter la salle, car il va être révélé ici des détails scabreux et très choquants. Aucune femme ne bouge. Il ne doit donc ne pas y avoir de dames honnêtes dans la salle. Joseph Vacher fait une entrée remarquée dans le box. Autour du cou, il s'est collé un panneau « J'ai 2 balles dans la tête ». Et il entre en chantant « Gloire à Jésus, gloire à Jeanne d'Arc, et gloire à Jésus, et gloire à Jeanne d'Arc ». Un énergumène. Et l'avocat général qui se met à crier « Eh ben voici, hein, le vrai visage de Vacher, l'assassin ». Son avocat, maître Charbonnier, plaide avec beaucoup d'éloquence. Vacher a été fou, et il l'est peut-être encore. Vous n'avez pas le droit de le supprimer dans l'intérêt de la société.
Rappelez-vous que la science n'a pas dit son dernier mot et craignez que ceux qui réclament aujourd'hui cette tête ne soient effrayés lorsqu'ils auront entre les mains d'y voir des troubles démontrant l'irresponsabilité. Le 29 octobre 1898, le délibéré dure 15 minutes et à l'issue, Joseph Vacher est condamné à la peine capitale. Le 31 décembre, il est réveillé par cette phrase rituelle. « C'est l'heure, Vacher. Soyez courageux. » Figurez-vous que l'exécution a bien failli être reportée. Car figurez-vous que le bourreau, Louis Debler, a démissionné. Il ne supporte plus la vue du sang. Ce qui, pour celui qui manipule la guillotine, est assez fâcheux. Alors l'État lui a fait savoir qu'il lui doit encore une décapitation, et qu'ensuite il sera libre. Joseph Vacher sera donc son dernier client. Au prêtre qui vient le confesser, Vacher dit « J'embrasserai Jésus-Christ tout à l'heure. » Et ensuite, il faut le porter jusqu'à l'échafaud. À 7h03, sur la place du Champ de Mars de Bourg-en-Bresse, devant une foule de 2000 personnes, la lame de la guillotine tranche la tête de Joseph Vacher. Petit berger, jolie bergère, innocent joueur de pipeau, quand vos moutons se désaltèrent à l'onde claire d'un ruisseau. Dans les roseaux, dans les fougères, vous redoutez de voir le loup ravir un agneau tout à coup et l'emporter dans sa tanière. Mais il est de plus grands dangers auxquels vous n'avez pas songé. Il existe des bêtes pires que le tigre altéré de sang, plus funeste que le vampire et plus traître que le serpent. Ce sont les fous qui violentent et signent leur acte pervers en taillant à même la chair de leurs victimes innocentes. J'ai tiré cette histoire du livre de Jean Stemmer aux éditions La Fontaine de Siloé, Joseph Vacher, le tueur en série du Sud-Est. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelatte reçoit un invité, acteur direct de son récit. Je vous ai raconté aujourd'hui l'affaire Joseph Vacher, que l'on a appelé à l'époque, c'est-à-dire à la fin du 19e siècle, le Jack l'Éventreur du sud-est de la France, alors même qu'il n'a été condamné, à mort certes, que pour un seul meurtre, celui d'un jeune berger de l'Ain prénommé Victor. Une histoire que j'ai écrite à partir d'un livre très précieux, Joseph Vacher, le tueur en série du Sud-Est, paru aux éditions La Fontaine de Siloé, livre que vous avez écrit, Jean Stemmer. Alors évidemment, merci pour ce travail formidable que vous avez fait dans ce livre, parce que vous nous avez beaucoup aidé, c'est peu de le dire. Où est-ce que vous avez trouvé toutes ces informations ? Le dossier d'instruction ? En fait, toutes ces informations sont relativement disponibles. D'abord, l'Ain a fait un très gros travail de mise en ligne de toutes les pièces judiciaires de cette affaire. Sur Internet ? Sur Internet, oui. Ils ont fait un énorme boulot. Et ensuite, il y a toute la presse de l'époque, il y a les mémoires du juge Fourquet, et surtout, beaucoup la presse de l'époque qui a en fait énormément couvert cette affaire, pratiquement autant que l'affaire Dreyfus qui se déroulait en même temps. Ah oui, c'est en même temps. Est-ce que vous savez ce qu'est devenu le juge Fourquet qui loupe dans cette affaire un peu l'occasion de se faire mousser ? Eh bien, le juge Fourquet, après cette affaire, a eu d'autres postes. Il a été nommé, si ma mémoire ne me trahit pas, chez nous en Savoie, à Saint-Jean-de-Maurienne, et il a ensuite démissionné. Donc ça n'est pas une carrière très brillante. Non, il dit lui-même qu'il a été extrêmement déçu de n'avoir ni la Légion d'honneur, ni le choix de son avancement. Voilà. Alors évidemment, on en vient au cours de cette histoire à penser que Vacher était vraiment fou, probablement, dirait-on aujourd'hui, schizophrène. Mais bon, la psychiatrie de l'époque ne vaut pas grand-chose. Selon vous, qui avez fait le tour du dossier, était-il fou ?
Alors, c'est toujours difficile de le dire, d'autant que je ne suis pas moi-même psychiatre ni aliéniste, comme on le disait à l'époque. Simplement, l'ensemble des faits, l'ensemble de sa vie, l'ensemble de ses réactions démontre à l'évidence qu'il avait sans doute un certain nombre de perturbations. De là à dire qu'il était totalement responsable ou totalement irresponsable, comment s'y engager maintenant ? Ce qui joue en faveur de cette idée qu'il est fou, c'est qu'il tue indifféremment des hommes et des femmes, et donc il ne les tue pas par attirance sexuelle, c'est qu'il les éventre, c'est qu'il les émascule, et qu'il les viole les uns et les autres. Tout ça mis bout à bout suggère qu'il n'a pas tout son esprit, quoi. Oui, c'est d'autant que quand on lit ces déclarations, bon, je me suis moi basé uniquement sur des faits, sur les faits, c'est-à-dire ce qu'on sait de son discours, de ses dialogues, tout ce qui a été retenu. C'est quelqu'un qui a des réactions bizarres, qui a des expressions bizarres, qui a des expressions curieuses, qui sont pas dans le registre de la, entre guillemets, normalité. Et de la raison. Cette histoire de chien enragé qui lui aurait vicié le sang, est-ce qu'on sait si c'est vrai d'abord qu'il a été mordu par un chien enragé ? Alors, apparemment, il a été en contact avec un chien enragé. Ça, c'est le maire de la commune le confirme. Il a sans doute pas été vraiment mordu par un chien vraiment enragé, sinon je pense qu'il serait mort. Oui. Et par contre, à plusieurs reprises, sa famille, ses sœurs, son frère évoquent sa réaction après qu'on lui ait fait prendre un médicament, enfin une potion contre la rage. Alors, c'est une potion empirique, certaines d'entre elles contenaient d'ailleurs, on en a retrouvé quelques recettes, des toxiques et du mercure, des choses comme ça, donc qui ont pu avoir un effet neurotoxique. Voilà. Et alors cette histoire de balles qu'il se serait tiré dans la tête après une tentative d'assassinat parce que sa fiancée se refusait à lui, il dit qu'il a conservé 2 balles dans la tête. Est-ce qu'après la décapitation, on est allé voir ? On l'a déjà vu avant, puisqu'au cours du procès, c'est d'ailleurs la première fois que ça s'est fait en France, on a montré des radiographies, et ces radiographies montrent effectivement une balle. Pas 2, mais... Et la deuxième existait aussi. Vous savez si post-mortem, parce qu'à l'époque ça se faisait aussi, on examinait le cerveau du condamné ? On l'a examiné, les experts de l'époque, pour certains, y ont trouvé des adhérences, comme on disait à l'époque, cérébrales, d'autres non. Le débat reste ouvert. Pour certains, la folie avait des traces cérébrales visibles, pour d'autres non. Bon, aujourd'hui, on pense qu'à part de gros problèmes neurologiques, on ne voit pas de traces. Alors, ce qu'il y a de très rassurant dans cette histoire, par ailleurs, c'est que donc on a affaire à un juge d'instruction très ambitieux qui va bien au-delà de ce que le droit, déjà à l'époque, à la fin du XIXe siècle, l'autorise à faire. Et à côté, on a le contrepoids du procureur qui, en quelque sorte, le remet à sa place et lui refixe des limites. Ça marche comme système. Oui, d'autant que le juge Fourquet s'était un peu exonéré de la loi qui, pendant l'instruction, obligeait la présence d'un avocat. Déjà ? Oui, absolument. Donc, une bonne partie de la procédure a été annulée et il a dû la recommencer, après que Vacher lui ait déclaré qu'il ne souhaitait pas d'avocat. C'est dingue, parce que je pensais que c'était un progrès très contemporain, c'est la présence d'un avocat. Non. Déjà en 1897. Et alors, il a aussi cette fâcheuse manie de penser que la France entière est un territoire sur lequel il a compétence. Alors ça, oui. En même temps, s'il n'avait pas essayé de joindre à son dossier unique d'autres dossiers, je pense que Vacher aurait peut-être pu passer à travers les mailles du filet. Et puis, il y a plein de choses qu'il fait hors procédure. Enfin, ses visites quotidiennes à la prison, où il lui porte du tabac, il lui parle d'autres choses, etc., sont absolument interdites à l'époque, et encore aujourd'hui, bien sûr. Oui, alors, en fait, on n'aurait jamais dû en tenir compte, puisque tous ces entretiens hors procès-verbaux, théoriquement, n'ont aucune valeur juridique. Mais on en a tenu compte quand même. On en a tenu compte dans la mesure où il ne faut pas oublier qu'il a été jugé pour un seul meurtre, techniquement, et qu'ensuite il était déjà jugé coupable et surtout responsable d'avance. La presse s'est acharnée, s'est déchaînée. Vous l'avez dit tout à l'heure, le procès Dreyfus a lieu exactement au même moment.
Est-ce que néanmoins, cette petite histoire qui est jugée devant les assises de Bourg-en-Bresse fait venir des journalistes? Au moment du procès, il y a eu toute la presse nationale et même des journalistes, au moins européens. Après, le verdict a été publié dans des journaux jusqu'en Californie, en Nouvelle-Zélande et ailleurs. C'est bien de dire ça, parce que aujourd'hui, des journalistes voudraient croire que le traitement des faits divers est une chose très nouvelle et très contemporaine, inventée par fait entrer l'accusé, mais en vérité, c'était pire avant. Je sais pas si c'était pire ou mieux. Oui. En tout cas, l'exemple nous montre, la réalité nous montre que ça a commencé à ce moment-là et que ça ne s'est pas vraiment arrêté. Qu'on rende compte de faits divers, oui, qu'on juge les gens avant, ça me paraît quand même un petit peu délicat. Oui, mais c'était le cas. Et on a des exemples précis, il y a Bruet en Artois, il y a, je sais pas si vous vous souvenez de cette histoire, par exemple en 1972, où un notable a été accusé de tous les maux, pour finalement se retrouver innocenté. Absolument. Alors ce que j'observe dans cette affaire, et ça, en revanche, aujourd'hui, ça n'est plus le cas, c'est qu'on ne sait pas grand-chose des victimes. Victor, Jean-Pierre et les autres, mais au moins Victor, puisque c'est pour son meurtre qu'il est jugé. Et il n'y a rien sur la victime dans le dossier? Très très peu de choses, puisque la notion de partie civile n'existait pas vraiment, que le jugement a porté que sur une seule victime. Pour les autres, j'ai fait beaucoup de recherches dans les journaux aussi de l'époque. Ce sont des ombres. On a simplement quelques notions qu'on glane au hasard des rapports des médecins légistes. Mais pas plus. Mais pas plus. Je voudrais vous remercier du fond du cœur, Jean Stommer, d'avoir livré cette histoire en détail. Dites-moi que vous travaillez déjà sur une autre affaire. Promettez-le-moi. Écoutez, non, pas vraiment sur une histoire. Sur une histoire sanglante. Remettez-vous-y, je vous en supplie. Merci beaucoup. Je rappelle le titre de ce livre aux éditions La Fontaine de Siloé. Joseph Vacher, le tueur en série du Sud-Est, signé Jean Stommer. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.